Combinaison alimentaire, mode de cuisson, diversification, curiosité, plaisir. C'est autour de ces thèmes aujourd'hui que je vais vous partager 8 astuces pour à la fois être encore mieux ou bien avec votre assiette et aussi de fait bien dans votre corps et bien dans votre tête. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau Sérénité pratique, la capsule courte qui complète l'épisode Sérénité au féminin. Et vous le savez, dans le dernier Sérénité au féminin, les deux sont diffusés les vendredis. Un vendredi, un Sérénité au féminin, un vendredi, un Sérénité pratique. Et bien dans le tout dernier Sérénité au féminin, je vous donnais des clés, je vous expliquais comment est-ce que vous pouvez utiliser les temps de repas comme véritable temps de ressourcement, comme véritable moment pour retrouver un espace de sérénité. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté et que le sujet vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller le chercher sur vos plateformes de podcast préférées. Donc aujourd'hui, on va voir 8 astuces donc pour être bien avec notre assiette et aussi bien dans notre corps et bien dans notre tête. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle, comme je l'ai fait également dans le dernier Sérénité au féminin, que je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicienne. Et donc, ce que je vous partage est juste un partage d'expérience, un retour de mon propre champ d'exploration dans mon rapport à l'alimentation et puis bien sûr aussi quelques connaissances qui ont contribué pour moi à une meilleure énergie, à une meilleure santé et aussi à un petit peu de perte de poids. Et puis, c'est important aussi à soulager des petits problèmes digestifs, bien que je ne sois que très peu sujette à des problèmes digestifs. Mais je sais que ça concerne aussi un certain nombre d'entre vous. Alors, première partie, je vais revenir un petit peu sur la notion de diversification. J'en ai parlé dans Sérénité au féminin en parlant de l'importance de la diversification, des apports en oméga par exemple, mais aussi des apports des différents types d'oléagineux. Bien sûr, on peut parler de tout type de diversification des céréales que l'on consomme, diversification des sources de protéines, diversification des types de fruits, de légumes, etc., etc. Et donc, la diversification m'amène à vous partager la première astuce, ou en tout cas la première ligne de conduite, qui pourrait être, est-ce que vous êtes curieux en fait? D'éveiller la curiosité. Des fois, on va faire nos courses et on prend toujours à peu près les mêmes produits, un peu par habitude, un peu par facilité, et puis quand on s'ose à regarder, tiens ça je connais pas, et que par hasard on va regarder par exemple les temps de cuisson, et on voit que telle céréale a besoin d'un temps de cuisson autour de 25-30 minutes, et bien simplement ça peut nous inciter à reposer le paquet sur l'étagère en se disant oh là là, moi j'ai pas 30 minutes pour faire cuire telle céréale, ok, mais pourtant cette diversification alimentaire est extrêmement importante et pour moi c'est une façon d'honorer aussi la chance que nous avons dans ce pays d'avoir un tel choix, un tel panel, aussi bien de légumes que de fruits, que de céréales, que de sources de protéines possibles, etc., etc. Donc oui, moi je vous invite à être curieux, curieuse, à oser aussi quand vous ne savez pas, vous ne connaissez pas tel légume, tel chou rave, le pak choy, peut-être différents types de radis, etc., etc. Pourquoi ne pas oser demander au marchand s'il a des idées, des suggestions de recettes? C'est aussi une façon de tisser du lien, c'est aussi une façon de montrer en fait soit au magasin, aux personnes qui tiennent des magasins, soit sur le marché aux petits producteurs que vous vous intéressez à ces produits. Et généralement, j'ai rarement vu un producteur ou un vendeur qui ne prend pas du plaisir à échanger avec vous quelques minutes pour vous donner des idées recettes si vous êtes à court d'idées. Même chose pour les différents types de poissons, etc., etc., etc. Donc oui, je reviens sur ce qui me semble
tellement important, c'est la diversification et le fait de vous inviter autant que possible à jouer le jeu de la curiosité. Tiens, c'est quoi ces pommes de terre violettes? Tiens, c'est quoi le chou rave? Tiens, ça, je connaissais pas le pak choi et si j'essayais. Tiens, ça, c'est quoi ce fruit bizarre avec des poils? Vous voyez, vraiment retrouver cet esprit et ce goût de la curiosité. Et si vous ne savez pas, il n'y a pas de honte, encore une fois, à aller demander aux personnes qui sont sur les marchés ou au magasin ou dans le magasin de vous suggérer des idées recettes. Donc, je clos avec cette première astuce, ce premier conseil, d'essayer autant que vous pouvez de diversifier vraiment votre alimentation et donc d'être curieux. Deuxième partie, je vais vous parler maintenant des combinaisons alimentaires. C'est quoi la combinaison alimentaire? Bien, tout simplement, c'est la façon d'associer nos aliments. Alors, bien sûr, on pourrait parler combinaison alimentaire sur le côté esthétique, présentation de nos assiettes, dressage. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, je vais vous donner 3 astuces qui sont importantes et qui, pour moi, ont eu de vrais effets sur mon confort digestif, mais aussi sur ma santé et mon énergie. Première astuce, donc là on en est à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, je vais parler donc des fruits et des fruits frais. Quand est-ce que vous consommez vos fruits frais? Est-ce que vous avez tendance à les consommer en fin de repas? Alors moi, ce que je vous invite à essayer sur la durée, c'est de consommer plutôt vos fruits frais en dehors des repas ou en tout début de repas. Et de réserver des fruits en cuisson vapeur ou des compotés dans lesquels vous avez mis un petit peu de cannelle si vous aimez ça, ou de gingembre, ou d'épices, ou de zeste de citron. Ok, vous pouvez améliorer ça comme vous voulez, mais généralement les fruits sont déjà riches en sucre, donc pas la peine vraiment de rajouter du sucre. Jouez plutôt avec les épices, avec le gingembre, avec la cardamome, etc. pour diversifier là aussi les saveurs, mais préférez en fin de repas les fruits cuits à la vapeur ou les compotés. C'est vite fait de se peler des pommes. Se peler, moi je ne pèle les fruits et les légumes que si quand ils ne sont pas bio, donc je sais pas trop, quand je ne sais pas trop d'où ils viennent. Sinon, je les brosse et voilà, et je les rince, mais je laisse la peau. La peau est une source de vitamines conséquentes. Donc moi, je ne pèle les légumes que quand ils ne sont pas produits en culture raisonnée ou bio, ou que je ne sais pas trop d'où ils viennent. D'accord? Donc bien sûr, vous pouvez nettoyer les fruits, soit les brosser, soit les rincer, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que dans la peau réside aussi un certain nombre d'apports et de vitamines. Bien sûr, chacun fait comme il veut. Donc, privilégiez les fruits cuits en fin de repas et essayez de voir ce que ça donne sur la durée si vous déplacez en fait la consommation de fruits crus avant les repas, en collation, goûter ou en tout début de repas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement le fruit cru, il va avoir tendance à fermenter dans votre estomac et donc ça va demander à la fois un effort supplémentaire à notre estomac qui est déjà une super usine qui va trier, recycler, transformer, etc. Et l'énergie que met l'estomac à transformer, trier, recycler, eh bien vous ne l'avez pas ou vous ne l'avez plus pour autre chose. Et quand vous faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac, eh bien vous récupérez aussi de l'énergie. Je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que moi j'aime bien de temps en temps, selon les périodes, faire des repas le soir en mono-aliment, ça veut dire un seul aliment que je mange à volonté pour mettre au repos un petit peu mon estomac et gagner en énergie. De la même façon que j'ai des périodes où je fais régulièrement par semaine une espèce de monodiète ou de jeûne sec, c'est-à-dire je ne consomme rien pendant 12 heures ou juste un petit peu de liquide. Donc vous voyez,
il y a différentes approches. Encore une fois, explorez, voyez ce qui vous fait gagner du confort digestif, voyez ce qui vous permet d'avoir davantage d'énergie, voyez si vous avez moins d'aigreur d'estomac, moins de remontées gastriques, moins de sources de ballonnement, de lourdeur. Explorez, vous êtes votre propre terrain d'expérimentation. Et si vous sentez que votre guidance intérieure n'est pas suffisante pour vous diriger dans des rectifications à faire dans votre façon de vous alimenter, eh bien oui, dirigez-vous vers des professionnels. Je vous rappelle quand même que on a une guidance intérieure qui normalement nous apporte déjà grand nombre de solutions dès lors que l'on sait être relié et connecté à cette espèce de guidance intérieure et d'apprendre à s'écouter et à se respecter. Ok ? Donc l'astuce numéro 2, c'était autour des fruits. Astuce numéro 3. On est toujours dans les combinaisons alimentaires. Je vais vous parler maintenant de l'association lentilles et riz. Alors, vous savez peut-être que pour les personnes qui ne mangent pas beaucoup de viande, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les différentes sortes d'haricots sont des apports en protéines intéressantes, exactement comme le sont les orties. Vous savez que les orties, c'est vraiment une source de protéines extrêmement intéressante. Donc là aussi, si vous êtes plutôt à tendance végane, si vous voulez végétaliser vos assiettes, eh bien, ne lésignez pas sur les lentilles, les pois chiches, les haricots, sur les orties que vous pouvez consommer en soupe, en tarte, en cake. Vous pouvez faire aussi de la poudre d'ortie. Concernant les tisanes d'ortie, ce que je peux vous dire, c'est que c'est excellent, c'est un fortifiant et aussi un fortifiant sanguin, ok. Simplement, ce qu'il est important de savoir, c'est que si vous faites une petite cure parce que vous constatez que vous avez un coup de mou, que vous êtes un petit peu fatigué, que vous êtes en forme d'anémie, eh bien, c'est intéressant de boire 1 à 2 tasses de tisane d'ortie pendant une dizaine de jours, pas plus. Ok, donc voilà, soyez vigilants, essayez là aussi explorer, mais l'ortie est une source de protéines très intéressante, mais ça a aussi énormément d'autres vertus. Donc là aussi, soyez curieux à l'heure actuelle, allez chercher sur internet ou allez vous renseigner auprès de professionnels. Il y a des règles si vous avez des orties autour de chez vous. J'en profite pour faire une parenthèse qui me semble importante pour avoir un temps fonctionné avec de la cueillette en fait de plantes sauvages comestibles. Sachez qu'il y a des règles. Il y a à la fois des règles de cueillette, de savoir où on cueille ces plantes-là. Il y a aussi des règles pour respecter les stations où vous cueillez. Ça veut dire que généralement, on prélève jamais plus d'un tiers de la station de façon à laisser aussi, quand c'est en sauvage, les stations se refaire et ne pas mettre en danger la préservation de l'espèce et la reproduction donc de l'espèce. Bien sûr, soyez vigilants à ce que l'on nomme, et je vois, j'en parlais récemment ici avec les personnes avec qui j'habite, mais beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de l'échinoconose, ok, qui est une maladie qui se transmet par l'urine du renard, entre autres, ok. Donc attention, il y a des services qui répertorient un petit peu la présence de l'échinoconose en France, donc soyez vigilants, soyez prudents. Ça vous empêche pas de cueillir en sauvage, mais faites attention à où vous cueillez, à comment vous cueillez, et bien sûr prenez toujours bien soin à bien nettoyer les plantes sauvages que vous ramassez avec de l'eau, du vinaigre, etc. dans plusieurs jets, et généralement il suffit de quelques minutes de cuisson pour assurer vraiment la sécurité. Alors bien sûr c'est assez rare, mais il y a quand même des personnes qui attrapent effectivement la maladie liée à l'échinoconose. Ok, donc soyez là aussi vigilants. Il vaut mieux être informé et agir en connaissance de cause. Je pense aussi aux personnes qui ramassent les raspuncheuses, qui ramassent l'ail des ours, etc. Toutes ces délicieuses plantes sauvages comestibles qui peuvent servir au niveau de la flore, notamment aussi à décorer nos assiettes. On va y venir tout à l'heure, mais soyez vigilants. Donc, je vous disais tout ça, j'en étais au riz et aux lentilles. Je me suis un petit peu éloignée du sujet. Donc, les lentilles, super apport bien sûr en protéines, mais pas que. Les lentilles contiennent du fer, et pour vous aider à fixer le fer dans l'organisme, c'est intéressant d'associer la lentille à du riz. Ok, parce que le riz, quand vous consommez riz
et lentilles, eh bien, vous aidez votre organisme à fixer davantage le fer. Ok, donc c'est intéressant si vous voulez fixer le fer dans votre corps. Les femmes, on peut avoir tendance à l'anémie au moment des cycles, des règles, etc. Donc c'est intéressant pour fixer le fer de combiner lentilles plus riz. Et moi, je vous donne une petite astuce en plus. J'aime bien des fois prendre une grande casserole, regarder le temps de cuisson de mon riz et de mes lentilles. Dans l'eau de cuisson, mettre un petit peu soit de curcuma, soit de curry, etc. Je peux rajouter, faire commencer à cuire ce qui cuit le plus doucement, souvent mon riz, et puis après je rajoute mes lentilles, je vais rajouter pourquoi pas une petite branche de céleri, un oignon, des carottes, ok, c'est une façon aussi d'utiliser différemment les épices, de donner un petit goût un petit peu particulier à mes lentilles ou à mon riz, et puis le fait de faire cuire ensemble riz et lentilles, eh bien c'est aussi un petit geste qui permet progressivement, quand il se cumule à des tas d'autres petits gestes simples comme mettre un couvercle sur l'eau de cuisson quand on veut faire bouillir de l'eau, au lieu d'attendre qu'elle bout à découvert, mettez un couvercle dessus, d'abord elle va bouillir plus vite et en plus vous allez donc de fait consommer moins d'électricité ou de gaz selon vos modes de cuisson. Donc c'était l'astuce numéro 3 concernant les riz et les lentilles. Pensez à les associer pour fixer le fer et puis pourquoi pas essayer de voir ce que ça donne si vous les faites cuire ensemble. Astuce numéro 4. J'ai déjà parlé de l'importance des différents types de céréales à utiliser, de la diversification. Là, je voulais juste vous faire un clin d'œil. En fait, quand vous regardez aussi vos assiettes, ok, si vous êtes dans une journée où vous avez une super grosse assiette de pâtes, par exemple, d'accord, ou que vous avez déjà du riz, de l'orge, des céréales, du millet, de la quinoa, je ne sais pas. Enfin, vous avez une céréale dans votre assiette, ok. Est-ce que c'est utile ce jour-là d'associer du pain? C'est très français, ça. D'accord, ou du bon pain. Alors là aussi, je veux dire, pourquoi faire une double ration de céréales si vous avez déjà une céréale présente dans votre assiette? Par contre, les jours où vous n'avez que des crudités, des légumes, etc., je veux dire, là, ça peut être intéressant d'avoir une tranche de pain que vous pouvez manger peut-être avec un petit bout de fromage ou peu importe, ou pour saucer la sauce de vos crudités. Crudité, ça ne veut pas dire quelque chose qui est terne et qui est fade. Personnellement, par exemple, dans mes carottes râpées, j'adore mettre quelques raisins secs ou alors quelques graines de cranberry pour voilà, je peux mettre aussi de temps en temps des graines de courge, des graines de tournesol, un petit peu de gomasio, de ma poudre d'ortie, j'utilise beaucoup de levure de bière. Donc en fait, faites de vos assiettes des assiettes qui vous inspirent, qui vous donnent envie. Moi, j'aime bien fonctionner souvent le midi sur une logique d'assiette, c'est-à-dire je me fais une seule grosse assiette et je vérifie en fait que dans mon assiette, j'ai bien un petit peu de crudité, j'ai bien une source de protéines, qu'elle soit végétale, animale. J'ai une forme de céréales, soit avec du pain à côté, soit dans mon assiette par une céréale classique, pâtes, riz, quinoa, boulgour, ce que vous voulez, millet, etc. Mais je regarde en fait mon assiette et je me dis, tiens, est-ce que j'ai un peu de tous les apports, ok? Et si je les ai, je fais en sorte en fait de les avoir soit sur la journée, soit sur la semaine et de réguler, comme je vous ai expliqué déjà un petit peu dans Sérénité au féminin. Donc soyez vigilants, les combinaisons alimentaires, c'est aussi si par exemple, c'est très français, ça aussi le steak frites, d'accord? Alors là aussi, ou steak pommes de terre, alors c'est bon, ok, mais pourquoi, d'accord, ne pas vous faire par exemple des bonnes pommes de terre campagnardes ou des frites si vous aimez ça d'un côté, mais le jour où vous faites une bonne poêlée de pommes de terre campagnardes ou de frites, voyez si vous pouvez peut-être ne manger que ça ou mixer avec des légumes verts, des haricots verts, des épinards, etc., etc., pour ne pas aller en plus avec du pain et de la viande, essayez de trouver une forme d'équilibre dans vos combinaisons alimentaires. Maintenant, une fois en passant, c'est une source de plaisir et bien sûr que c'est pas grave. Encore une fois, moi, je n'ai jamais été sur des voies extrêmes. Je suis plutôt sur la voie du milieu et sur le fait apprendre à explorer et à écouter, à voir ce qui va le mieux à votre corps. Mais juste réfléchissez à est-ce que là, j'ai pas déjà une source de céréales dans mon assiette? Est-ce que là, le pain aujourd'hui, c'est utile ou c'est pas utile? Et vous allez voir qu'avec déjà juste ces petites astuces simples de combinaison alimentaire, vous allez avoir des résultats. Si vous les faites sur la durée, il faut laisser le temps à l'organisme de s'habituer à ces nouvelles habitudes alimentaires. Vous allez avoir du changement, vous allez avoir une meilleure digestion, vous allez avoir davantage d'énergie et petit à petit, vous allez aussi peut-être constater d'autres bienfaits.
Alors, je continue avec les modes de cuisson. Bon, là, je vais vous partager juste les modes de cuisson qui, moi, me vont bien, mais c'est encore une fois juste un partage d'expérience. Je privilégie autant que possible les cuissons vapeur, soit avec un cuve vapeur, soit avec effectivement la gamme Bostal ou autre qui est une gamme avec des inox de qualité. Mais peu importe comment vous faites cuire, moi, je sais que ce qui me va bien, c'est la cuisson vapeur avec une cuisson plutôt al dente. J'aime pas les légumes très cuits, j'aime ce qui est craquant, j'aime sentir ce qui est vivant. Je suis un petit peu plus sur du cru, mais encore une fois, ça dépend des saisons. Je mange aussi, bien sûr, des légumes cuits, mais vraiment al dente. Ok, al dente, c'est juste, voilà, à peine cuit. Ok. Deuxième outil que j'utilise beaucoup en cuisson vapeur, c'est le wok. Moi, j'aime bien utiliser le wok. On peut jouer avec les épices, on peut jouer, voilà, il y a ce côté al dente aussi. Et puis, l'astuce numéro 7, c'est l'utilisation de, vous savez, ces espèces de grands fétous en fonte qu'il y avait chez nos grands-mères, qui sont souvent très lourds. C'est intéressant pour faire cuire des bonnes soupes, c'est intéressant pour faire des ragoûts, des plats en sauce, etc., etc. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser vos fétous en fonte ou les fétous en fonte de vos grands-parents. Vous en trouverez aussi des fois sur les brocantes, sur les vide-greniers. C'est vraiment un régal, ça a un autre goût, et si vous avez un poêle à bois sur lequel vous pouvez ensuite faire cuire, un poêle à bois cuisinière sur lequel vous pouvez faire cuire vos plats, plus ça mijoter, meilleur c'est. Je pense, j'ai oublié, je voulais vous parler aussi dans la curiosité, dans la diversification, de jouer avec l'exploration des textures. Je repense à une de mes clientes qui, pour des raisons personnelles et souvent liées à l'enfance, s'est vraiment fâchée avec les légumes. Et elle s'est rendue compte que la seule façon de manger des légumes qui lui convient, c'est qu'ils soient mixés en purée. Bon, ben voilà, il suffit juste, là aussi, c'est apprendre à se connaître. Si vous êtes un petit peu fâché avec les légumes, mais que vous appréciez la texture purée, eh bien, je veux dire, allez-y, amusez-vous. On peut faire de la purée d'absolument tous les légumes. Ok, que ça soit des carottes, que ça soit des pommes de terre, que ça soit du navet, que ça soit des haricots verts, que ça soit des épinards, on peut absolument aller vers de la purée, du navet, etc. Vraiment, on peut aller sur des tas de purées différentes, et ça peut être très joli dans une assiette d'avoir des petites boules comme ça, comme des boules de glace de purées différentes, avec au milieu une source de protéines, qu'elle soit animale, végétale, peu importe, un poisson, mais vous pouvez vraiment jouer et vous faire plaisir. Donc, je rajoute juste aussi l'importance de l'exploration des textures. Moi, je vous parlais du fait que j'aime les légumes al dente. Je peux apprécier de temps en temps une purée de courges, de potimarron, etc., même des purées de lentilles, mais je veux dire, je préfère d'une façon globale le légume, voilà, al dente, ok. Et puis, ça m'amène à vous parler de l'astuce numéro 8, ça va être la créativité. Alors, je sais que pour les personnes qui sont à court d'idées, qui n'ont pas d'inspiration, qui savent pas trop quoi faire comme menu, et puis quand on fait à manger tous les jours et pour toute la famille, on peut des fois être un petit peu à court d'idées. Alors, on peut être soutenu par des recettes sur Internet, il y en a pléthore, on peut entrer en discussion avec nos producteurs, avec les marchands, avec les vendeurs pour aller chercher des idées, ou juste avec son voisin, ses collègues, ses copines, pour faire des échanges de recettes. Mais effectivement, la cuisine, c'est aussi un espace où peut s'exprimer la créativité. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être créatif, encore une fois, à la fois dans la diversité des produits que l'on se propose, dans les combinaisons alimentaires, dans la présentation des plats. Donc oui, utilisez autant que possible la cuisine et puis l'alimentation comme un espace de créativité. On peut exprimer notre créativité de tas de façons. La créativité, c'est pas juste peindre, dessiner, écrire, danser. C'est aussi ça pour les personnes qui sont en affinité avec ça. Mais votre créativité, elle peut vraiment s'exprimer aussi dans votre façon de présenter les plats, de choisir vos éléments, de les associer, de constituer vos assiettes, de choisir même les assiettes, de les présentations de table quand vous recevez, ou même pour vous. Pourquoi ne pas vous faire aussi une jolie table? C'est une façon de vous honorer, d'honorer cette diversification, d'honorer tous les produits que vous avez, toutes les personnes et
tout ce qui a contribué à vous offrir ces produits aujourd'hui sur la table. Donc vraiment, voilà, développer votre créativité, c'est un chouette espace, vraiment, la cuisine pour ça. Et puis bien sûr, quand je parle de créativité, je vais amener la notion de plaisir, de jeu. Alors avec des enfants, jouer. Il y a des tas de façons sympas de faire des assiettes rigolotes avec des enfants. On peut créer des visages, on peut créer des petits personnages, des silhouettes, des formes, on peut dessiner. Et les enfants adorent ça et ils vont manger avec encore plus de plaisir leur assiette quand elle représente un petit bonhomme, un personnage, ou quand on joue sur les couleurs, les textures, ou qu'on raconte une histoire autour de l'assiette. Alors des fois, eh bien voilà, pourquoi ne pas aussi jouer avec les enfants et les mettre dans le coup. Il y a vraiment des enfants qui aiment aussi nous donner un coup de main pour cuisiner, que ça soit des gâteaux, des pâtisseries, des plats pour peler les pommes de terre, etc. Les enfants aiment contribuer, aiment participer d'une façon globale, mais ça veut dire aussi que c'est avant tout, vous le savez, ce que cherche l'enfant, c'est de préserver le lien, d'être en lien avec vous. Alors que ça soit autour d'une histoire, que ça soit dans le jardin, que ça soit dans la cuisine, etc. C'est une façon d'être en lien. D'accord? Donc nourrissez la créativité, nourrissez aussi ce que représente en fait l'alimentation, les repas, c'est le prendre soin du lien. Bien sûr déjà du lien de vous à vous-même, mais aussi ça peut être un espace de connexion avec vos proches, avec vos enfants. Et dans la notion de plaisir, eh bien sûr il y a le plaisir de se faire du bien, le plaisir de manger des bons produits, de manger équilibré, mais il y a à avoir aussi le plaisir de partager un repas, de partager des bons produits, de faire plaisir et de se faire plaisir. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ce Sérénité pratique qui, au bout du compte, va être un petit peu plus long que les 10 minutes habituelles. J'espère qu'il vous aura intéressé. Moi, je me réjouis de vous annoncer d'ores et déjà l'interview qui va être diffusée le vendredi 16 mai. Ça approche maintenant. Donc le vendredi 16 mai avec donc cette femme chef de cuisine qui va nous faire voyager. Et donc si vous êtes fâché avec le fait de faire la cuisine, si vous êtes à court d'idées, si vous voulez manger davantage équilibré, de saison, si vous voulez apprendre à végétaliser vos assiettes, mais aussi si vous avez connu l'expérience douloureuse d'être des parents endeuillés, eh bien je vous invite vraiment à vous accorder le temps d'écouter cette interview qui sera un petit peu longue avec cette femme chef de cuisine qui est une femme qui a de très belles valeurs, c'est vraiment une très belle personne. Donc je vous donne rendez-vous vendredi 16 mai pour un prochain Sérénité au féminin sous la forme d'une interview. Et jusque-là, portez-vous bien, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette, faites-vous plaisir et vraiment continuez ce chemin de sérénité, une bouchée à la fois. À très bientôt, bonne semaine à vous.